Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de trading, c'est Riquet, soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, on va parcourir un petit peu les indices US, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, vous donner mes gros niveaux. Et surtout, on va parler un petit peu du contexte actuel, comment trader dans des phases de grandes incertitudes. Je vais vous donner mes conseils, ma façon de voir les choses, puisque vous allez voir, je ne suis ni expert géopolitique, ni expert économique, ni quoi que ce soit. Je m'appuie simplement sur des méthodes qui ont fait leurs preuves par le passé. Est-ce que ça marchera dans les prochains jours? Ça, j'en ai aucune idée, mais sur le long terme, je sais que ça fonctionne. Et donc, je continue de travailler comme ça. Et il y a quelques petites recommandations, en tout cas, que je peux essayer de vous glisser pour ceux peut-être qui débuteraient et qui chercheraient à savoir comment essayer de s'en sortir au mieux sur ces phases de marché qui, il faut bien le dire, sont très compliquées. Donc, je vais essayer de vous partager un petit peu tout ça. Mais avant cela, on va bien évidemment, comme d'habitude, parler de l'actualité économique. On parlera de deux sociétés en bourse, FDJ et OVH, pardon, qui ont chacun leur actualité récemment. On va démarrer avec le calendrier économique, toujours important de faire un petit peu le point là-dessus. Vous le voyez, les rendez-vous principaux ce matin, ça va être du côté, enfin le rendez-vous principal, ça va être l'IFO, climat des affaires en Allemagne. On aura 2 discours importants, notamment pour, les amateurs de forex, mais aussi, d'indices américains. C'est ceux de, Lagarde, plutôt du côté de l'Europe cette fois-ci, présidente de la BCE et Powell qui fera, un petit peu son bilan sur le premier semestre et sur ses perspectives auprès du Sénat aujourd'hui et demain. D'ailleurs, il reprendra la parole demain à 16 heures. On aura également enfin, dans cela qui vient se glisser, la confiance des consommateurs. De quoi amener son lot de volatilité si le conflit Israël-Iran ne suffit pas. Car oui, vous l'avez probablement vu, du côté de l'Israël et de l'Iran, on a eu une trêve qui a été annoncée. Alors je pose la question vraiment. Et en réalité, quand je pose la question, je ne m'attends pas à une réponse. Et c'est souvent le piège dans lequel on va tomber. C'est qu'on a toujours envie de savoir, on a toujours envie d'avoir un avis. Il faut toujours qu'on rejoigne une équipe, l'équipe des oui ou l'équipe des non. Et on n'a pas le droit d'être dans le peut-être. Et pourtant, je pense que dans le trading, bah, le mieux, c'est d'être dans le peut-être. Le peut-être va nous éviter d'avoir un biais. Le peut-être va nous éviter de prendre des décisions à la hâte, de surexposer notre risque. Et donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit bilan sur la situation actuelle au cas où vous avez manqué des éléments sur le conflit. Mais encore une fois, comme je dis, je suis ni expert en géopolitique, ni en conflits internationaux, ni tout ce que vous voulez. Donc, je vais simplement relayer ce que j'ai pu lire et entendu et ce que j'ai comme information à date. Et ensuite, je vais vous partager en revanche mon avis sur comment faire et quoi faire, alors quoi faire, surtout comment faire pour aborder les marchés actuellement. Un petit point, d'actu résumé en quelques lignes, pour, ceux qui auraient loupé un peu la chose. Depuis le 13 juin, l'escalade est massive, vous l'avez vu, Israël a frappé des sites clés, des sites pour, la potentielle, obtention de la bombe nucléaire du côté de l'Iran. On a visé donc Fordo, des bases de gardiens de la révolution, la prison des 20. Donc pas mal de bombardements qui ont été faits, appuyés également par des bombardements, des États-Unis il y a 3 dans la nuit de samedi à dimanche, je crois, de mémoire. Bien évidemment, en réponse, l'Iran a lancé également une salve de missiles. Donc on a un conflit qui s'est un petit peu enflammé. Jusqu'à ce que, cette nuit, Trump ait annoncé un cessez-le-feu total. D'ailleurs, j'ai vu que Benjamin Netanyahou, du côté d'Israël, a accepté, tout en menaçant que si jamais l'Iran, bien évidemment, venait à, comment dire? Ne pas respecter tout simplement le cessez-le-feu, il serait capable de remettre, double dose. Donc on est toujours dans un conflit qui est très sous tension et pour moi, c'est ça qu'on retient. J'espère bien entendu que le conflit va cesser et que voilà, parce que c'est jamais une bonne chose les conflits. Maintenant, encore une fois, entre ce que j'espère, ce que j'ai envie, ce que je partage comme opinion ou non, j'ai envie de dire on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est le marché et le marché, lui, il hésite. Le marché, c'est ni plus ni moins que le fruit de la réflexion des intervenants, OK? Et la seule chose que je peux vous inviter à faire, c'est en tant que trader, on fait quoi? Eh bien, c'est surtout ne pas jouer au devin. C'est la pire chose qu'on peut faire, c'est essayer d'anticiper. La problématique, c'est qu'il y en a beaucoup qui considèrent le trading comme le fait d'essayer de deviner ce qui va se passer pour pouvoir gagner un trade. En réalité, notre objectif, c'est absolument pas ça dans le trading. Le trading, pour moi, je le dis, je le répète, c'est jouer des scénarios avec une gestion du risque qui nous permet, au regard de ces scénarios, d'avoir un bon risque-reward. Avoir un bon risque-reward ne veut absolument pas dire qu'on va gagner le trade ou qu'on veut gagner le trade. On veut prendre le setup parce que mathématiquement, sur le long terme, je dis bien si on répète 100, 200, 500 fois cette opportunité, ce setup, il peut nous rapporter de l'argent. C'est ça qu'on essaye de jouer quand on fait du trading. C'est absolument pas de savoir si c'est la fin de la guerre, si Trump va réattaquer l'Iran ou quoi que ce soit. On n'en sait rien et on s'en fout, j'ai envie de dire, puisque regardez par exemple ce qui s'est passé sur le pétrole. Hein, je vais faire une petite digression de ce côté-là. Si on regarde le pétrole, ceux qui sont amusés à parier à 250% que ça y est, c'était le bordel, c'est la guerre, le détroit d'Ormuz, il va fermer.
pof, bah, très bien, ils ont peut-être alors je leur souhaite d'avoir pris profit bien évidemment là-dessus et je suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'acheter. Mais si on a exposé son risque beaucoup plus fort à la fin, juste parce qu'on a écouté ce qui se passait, parce qu'on avait l'impression que ça s'embrasait et qu'on avait oublié que du jour au lendemain tout peut changer et pourtant Dieu sait qu'on y a été habitué ces derniers, mois et voire trimestres avec, notamment l'inflation, avec les politiques de la Fed, avec également le conflit, la guerre commerciale pardon sur les tarifs, notamment avec la Chine, mais aussi avec l'Europe. Bref, on vous avez bien vu que ça bougeait très vite, hein. Je vous rappelle la séquence du 2 avril où Donald Trump sort ses tarifs douaniers, puis finalement fait marche arrière le 7 avril. C'est là où on avait eu d'ailleurs le bottom actuel sur les États-Unis. Donc soyez extrêmement vigilants, n'essayez pas d'anticiper et jouez simplement les configurations. Vous observez, puisqu'on voit bien ici, finalement le pétrole était parti en ligne droite et que tout ce qui part d'ailleurs souvent en ligne droite finit par redescendre à un moment ou à un autre. Et là, on voit que c'est très violent puisque ça fait quasiment moins 17% en l'espace de 2 jours. Donc, la seule petite chose que je peux vous conseiller, parce que encore une fois, je ne sais pas de quoi demain est fait, c'est d'avoir des scénarios clairs, d'avoir une gestion du risque qui est optimisée. Alors, quand je dis ça, ça peut être de rester à l'écart, ce qui est mon cas. Sur le mois de juin, j'ai pris 2 trades, notamment en swing, un sur le S&P 500 qui n'a pas fonctionné, un sur le gold qui a fonctionné, ce qui me permet d'être très légèrement positif. Mais encore une fois, sur 2 trades, ça veut tout et rien dire. On aurait pu être très bien négatif, flat, positif, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis OK avec les décisions que j'ai prises, de rester principalement à l'écart, parce que je fais du swing sur repli, on n'en a pas eu des masses, et sinon, je fais du day trading quand on a de la tendance. Vous allez vite voir que quand on regarde nos graphiques sur les indices américains, il n'y a pas de tendance. Donc, s'il n'y a pas de tendance, bah, je reste à l'écart, c'est aussi simple que ça. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire et vous inviter à faire, notamment si vous débutez. Et si vous êtes un petit peu perdu d'ailleurs et que vous débutez, je vous rappelle, et je vous le mets aussi en description de cette vidéo YouTube, qu'il y a le pack du trader que j'ai créé qui permet de connaître sur à peu près 45 minutes, 1 heure, j'ai fait une vidéo, les bases du trading, pourquoi faire du trading, les risques, les avantages, tout ce qu'il faut maîtriser vraiment comme fondamentaux et comme base. Ensuite, je vous partage ma méthode d'analyse technique qui vous permettra à vous aussi de pouvoir, si vous avez un petit peu du mal, bien comprendre quels sont les actifs qu'il faut privilégier et éviter en fonction des tendances, des supports, des résistances, mais aussi avec des indicateurs. Je vous ai partagé les trois que j'ai l'habitude d'utiliser et également une stratégie à l'emploi. Tout ça, c'est dans le pack du trader. Vous pouvez le rejoindre si vous le souhaitez. C'est totalement offert. Ça, c'était pour la partie, j'ai envie de dire, actualité qui bat son plein. On en a 2 actualités dont je veux vous parler rapidement avant de parler sur les graphiques. C'est FDJ qui a, publié, un plan stratégique qui s'appelle le Play Forward 2028, publié donc ce matin et il y a clairement une feuille de route qui s'est, présentée aux investisseurs. Alors, est-ce que c'est positif, négatif? Je vais vous donner mon avis ici. En tout cas, ce qu'on vise du côté de FDJ, c'est une croissance organique moyenne de +5% du CA par an sur 3 ans. Pas mal, on a vu mieux, mais c'est vraiment pas mal quand même. Déjà, on vise de la croissance, c'est une bonne chose. Une marge EBITDA avec son business model qui est logique, hein, j'ai envie de dire, mais très importante, 26%, en tout cas supérieure à 26% en 2028. Une distribution de dividendes de minimum 75% du résultat net ajusté. Bon, ça, c'est pas trop ma tasse de thé, mais why not? Ça peut faire partie effectivement de la chose. Et 650 à 700 millions d'investissements sur la période. Le tout en maintenant, bien évidemment, les objectifs qui avaient été fixés lors, de la publication annuelle. Ce que je disais ici, c'est ma petite vision de la chose, c'est qu'on a quand même une entreprise, et ce qui semble normal, mais qui est à la recherche de conquête de nouveaux clients. Et forcément, on a besoin de nouveaux clients pour faire de la croissance, conserver ceux qui sont déjà présents, mais aussi aller en chercher de nouveaux. Ce qui est intéressant avec ce business model, c'est que c'est quand même une vraie entreprise qui est capable de générer du cash. C'est extrêmement facile de suivre et de «gagner» entre guillemets dans cette entreprise et surtout elle a le monopole. Donc c'est comment dire? Une entreprise intéressante. Aujourd'hui, en plus, elle appuie beaucoup sur tout ce qui est marketing, tech, KPI. Donc on voit vraiment qu'il y a pas juste un loto qui est derrière, ça fait déjà un moment que c'est comme ça. Donc ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y en a d'entre vous d'ailleurs qui ont du FDJ en portefeuille? Je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez ces data assez intéressantes? Est-ce que ça vous donne envie de renforcer ou pas? Quels sont les risques que vous voyez? À titre personnel, je ne vais pas me réétendre sur pourquoi j'investis pas dans FDJ. En revanche, jouer des scénarios de trading, comme par exemple la cassure, vous voyez, de ce niveau de résistance qui est ni plus ni moins, je ne l'ai pas en tête, le niveau des 40. Pourquoi pas si jamais effectivement on arrive à s'extraire de ce gros range. Maintenant, il y a toujours la possibilité de travailler le bas range pour aller chercher le haut range. C'est des choses qui se font bien. Je voulais vous en parler parce que je trouvais que c'était quand même une publication et en tout cas des prévisions qui sont assez intéressantes. Là, on ne parle pas de plan stratégique sur OVH, on parle de résultats. T3 2025 qui sont en décalé, qui ont donc été publiés.
très intéressant. On a un chiffre d'affaires qui est en large augmentation. On a une entreprise qui a réussi, hein, après quelques déboires en bourse, à se retourner d'un point de vue de la tendance, à relancer également son secteur. Dieu merci, j'ai envie de dire, puisqu'on est quand même dans un secteur ultra porteur, hein, qui est le cloud, le stockage. Donc c'est quand même important. Clientèle en hausse, notamment plus 25% en Bare Metal Cloud et taux de rétention à 104%. Là, je vous relaye les informations que j'ai pu avoir. Le cloud privé, c'est 60% du chiffre d'affaires. Et vous avez le détail ici. Confirmation des objectifs 2025, toujours une recherche de croissance à presque 2 chiffres, très intéressant. C'est ce que j'ai tendance à chercher dans les entreprises dans lesquelles je souhaite investir, notamment pour des raisons de croissance, au-dessus de 2 chiffres. Marge d'EBITDA à 40%, excellent. Du free cash flow, c'est parfait. On a une entrée dans le SBF 120. Je rappelle, le SBF 120, c'est tout simplement les 120 plus grosses capitalisations boursières en France, hein. Donc vous avez les CAC 40 qui sont les 40, et puis vous avez le SBF qui est un indice un petit peu plus large, va prendre donc un peu plus comment dire, d'entreprise. Donc voilà, un titre que je souhaitais vous partager. Et idéalement, il y aurait un petit repli, mais qui avait déjà été fait. Pourquoi pas y revenir sur la zone à peu près des, on va dire des 11, qui peut être vraiment intéressant pour pouvoir, d'un point de vue technique, essayer de se positionner au mieux. Maintenant, encore une fois, si vous êtes intéressé par cette entreprise, n'essayez pas de timer à 250% le marché. Investissez, en tout cas, rentrez en plusieurs fois, investissez régulièrement sur, en tout cas, la zone de prix qui vous intéresse, donc d'essayer de timer systématiquement parce que c'est un coût. Si vous avez identifié cette entreprise comme fort potentiel, bah, ne jamais être dedans. Et croyez-moi que j'en ai déjà fait l'expérience sur d'autres titres et c'est pas top de chez top. On passe sur donc le S&P 500 et je vais vous partager dans les grandes lignes, hein, parce que sinon l'émission va durer 20 ans. En plus, j'ai partagé en détail tout ce que je souhaitais faire avec les membres hier. Et avec les membres, c'est ce que je leur ai expliqué. Les graphiques sont vraiment très compliqué actuellement, enfin encore jusqu'à hier, et de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, j'ai un plan qui est assez clair sur le SP 500. Je leur ai dit hier, j'évite de trader le mid-range parce qu'on voit que ça a toujours été une zone très compliquée. Alors le mid-range, c'est cet ancien mid-range, hein, zone de polarité sur les 6000 pour faire simple, où on voit effectivement pas mal de ping-pong là-dedans. On arrive sur quasiment l'ancien point haut, on arrive sur l'ancien point haut, ni plus ni moins. J'attendrai une cassure de celui-ci pour pouvoir poursuivre. Attention, on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'un retournement de la situation en Israël, sur les tarifs douaniers, sur ce que vous voulez. Il me faudra un catalyseur pour pouvoir poursuivre la hausse et reprendre par exemple du day trading au-dessus de ce niveau et jouer par exemple des points pivots. Si jamais on bloque là-dessous, le niveau que je surveillerai, c'est tout simplement les 5821. Pour moi, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est du bruit. Je pense que vous serez assez d'accord avec moi que quand on regarde en 4 heures la tronche de ce qui se passe depuis quand même un moment, il n'y a pas de direction claire. Ça monte un petit peu pour redescendre. Ça veut dire qu'il faut vraiment attraper le haut ou le bas pour pouvoir avoir des RR intéressants. C'est un peu du gambling. On parlait de la FDJ. Pour moi, ça s'apparente effectivement plus à de la loterie qu'à du propre trading. Donc voilà un petit peu pour l'SP 500. Du côté du Nasdaq, on va se remettre pareil sur les grosses unités de temps. On est sur les derniers points hauts. On est en train d'attaquer la résistance. Je pense que vous avez compris mon plan. C'est la même chose. J'attends la cassure ou un repli plus bas. On a une zone de polarité également qui est un peu plus, en tout cas qui est un peu mieux identifiée sur le Nasdaq. Mais encore une fois, je trouve ça très compliqué d'aller trader là-dedans. Il y en a un que je trouve intéressant, c'est le Dow Jones qui est en train de sortir justement du mini-range de son range. On reprend le range qui s'était produit ici, on va dire, d'octobre 2024 à avril, grosse maille. Cette grosse zone qui s'est étendue, on avait identifié une petite zone de polarité ici où on voit que les prix bloquent depuis, on va dire, fin mai. On a vraiment une consolidation qui s'est faite dans une orientation haussière, hein, suite à ce double bottom. On a bien des points bas qui sont plus hauts les uns par rapport aux autres, des points hauts qui sont plus hauts. On est en train de s'extirper. Donc oui, potentiellement sur la zone, je dirais des 44 000, pardon, peut y avoir un petit point de blocage. Mais je trouve que c'est une zone intéressante à essayer de travailler, toute cette zone des 43 000, pour essayer d'accompagner jusqu'au haut du range 45 000. Voilà un setup qui m'apparaît OK. Si on arrive à rentrer avec une bonne gestion du risque, des bons RR, c'est des choses intéressantes qui vont nous éviter de nous mettre à risque. Encore une fois, ce qui se passe si demain il y a re la guerre et que le dos s'effondre, et ben c'est comme ça. J'ai envie de dire, tant pis, ça fait partie du trading. Maintenant, si effectivement il y a un vrai cessez-le-feu et que les douanes, par exemple les droits de douane s'arrêtent, bah, c'est aussi ce qui permettra au graphique de monter. De toute façon, c'est une chance sur deux que ça monte ou ça descend. Donc, ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est quel est le risque reward que l'on a. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on regarde la configuration technique que l'on a? On a plus de chances que ça continue de monter que de baisser, sachant qu'il n'y a jamais de 100% à 0%. Donc, il faut jouer avec ces éléments-là. N'essayons pas de deviner ce qui va se passer demain. Regardons simplement à l'instant T, est-ce qu'on estime que ça vaut le coup ou non? Et à partir de là, on prend ou pas position. Restez à l'écart, évite également de faire des erreurs. Je vous laisse donc avec le pack du trader que vous avez en description, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt tout à l'heure, qui est donc totalement offert. Merci à tous ceux qui like ces vidéos, j'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, des actions, des cryptos ou autres, lors de mes prochaines quotidiennes. Moi, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de boire de l'eau, évidemment. Il fait très chaud et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.